Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec. L'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis votre animatrice, Dr. Emma Glaser. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode balado de Réseau 1 Québec, collaboration avec TopMF. On va faire un top des champignons magiques. Avec moi aujourd'hui pour parler des champignons magiques et les soins palliatifs, j'ai Angie Shen. Allô Angie? Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Ça va très bien. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, moi je m'appelle Angie. Dans le fond, pourquoi je suis ici à vous parler de champignons et des soins palliatifs, c'est que moi j'ai fait un R3, je viens de le compléter dans le fond, en soins palliatifs avec l'Université de Montréal et je vais travailler dans quelques mois au CHUM avec l'unité, le département de soins palliatifs du CHUM. Comme d'habitude, on va commencer avec un cas. Angie, est-ce que tu avais vu un cas pendant la résidence qui t'a donné un intérêt pour les champignons magiques en soins palliatifs? Oui, j'ai travaillé avec un patron, dans le fond, qui fait de la thérapie à psychédélique, donc pas juste les champignons magiques, mais aussi de la kétamine et autres choses comme ça. Et on avait vu ensemble un patient qui avait eu un diagnostic qui avait menacé son pronostic et qui vraiment souffrait d'une détresse existentielle énorme. Et avec lui, on a fait des séances de kétamine. Mais la psilocybine aurait été une option aussi. Et vraiment, ça a eu un impact au fur et à mesure que les séances se passaient sur son moral et comment il voyait la vie en général. Donc, pour la souffrance existentielle, au lieu du Sartre, c'est du shiitake. Alors, je fais des blagues, mais il y a quand même une longue histoire médicale qui s'intéresse à tout ce qui est psychédélique, puis particulièrement la psilocybine a une histoire fascinante. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ben oui, puis on va y aller vraiment brièvement parce que c'est vraiment, vraiment fascinant. Puis je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais vraiment, l'utilisation de la psilocybine, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des milliers d'années, surtout dans des contextes sacrés, religieux, dans des cérémonies de ce genre-là. Mais même dans le monde médical, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, tu sais, dans les années 1950 à 60, il y a eu des milliers et des milliers d'articles scientifiques qui ont été publiés sur le potentiel des psychédéliques, dont la psilocybine. On avait étudié vraiment une panoplie de conditions, surtout de nature psychiatrique à ce moment-là. Et dans les années 1970, par contre, ça a été beaucoup associé à un mouvement de contre-culture, le mouvement hippie, puis ça a été interdit par le gouvernement aux États-Unis. Puis vraiment, du jour au lendemain, toutes les recherches sont morts, si on veut. Et là, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, je vous dirais que l'intérêt renaît, puis il commence à avoir de plus en plus d'études dans plusieurs domaines différents. Fait que c'est vraiment comme ça que je définirais l'histoire très rapidement de la psilocybine. On voit dans la psychiatrie une renaissance pour l'intérêt de ces molécules-là, mais c'est pas que dans la psychiatrie, c'est aussi en soins palliatifs. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la psilocybine et les soins palliatifs? Dans le fond, l'intérêt principal pour la psilocybine dans les soins palliatifs, c'est vraiment relié à un concept qui s'appelle la détresse existentielle. C'est quelque chose de très, très commun en soins palliatifs. Il y a une étude, il y a une méta-analyse qui a trouvé que 30 à 40 des patients en soins palliatifs en souffraient. Puis malheureusement, c'est pas quelque chose que... Je dis détresse existentielle, je trouve que le monde y comprenne un peu de soi, mais c'est pas quelque chose qui est défini dans le DSM. Mais si on avait à coller une définition, on pourrait qualifier ça comme un sentiment de désespoir, un sentiment d'être un fardeau pour les autres, un sentiment vraiment de perte de dignité, de vouloir de mourir et de perte de volonté de vivre. Et ça, comme vous pouvez vous en douter, ça impacte beaucoup la qualité de vie des gens, puis ça réduit la survie. Malheureusement, il y a une méta-analyse qui a montré que malgré la grande prévalence de cette condition dans notre population, tout ce qu'on a comme outil, que ce soit pharmacologique ou de la psychothérapie, ça a juste un effet modeste à venir changer cette situation-là. Bien, on va citer cette méta-analyse dans les notes. Donc, est-ce que la psilocybine peut être un outil dans notre coffre à outils face à cette détresse existentielle?
Ben, ça, c'est la question qui se pose de plus en plus, puis qui intéresse le plus en plus de monde. En ce moment, je vais avouer qu'il n'y a pas énormément d'études de grande envergure, si on veut, par rapport à la question, mais il y en a quand même. Puis il y en a deux principalement qui vont nous intéresser. Mais avant que je vous les décortique de façon plus détaillée, je vais juste un peu parler de leur méthodologie, parce qu'ils ont des méthodologies extrêmement similaires. Les critères d'inclusion, c'était presque pareil dans les deux études que je vais vous citer. Fait que c'était des patients qui atteints d'un cancer qui menaçait leur pronostic vital, soit une maladie active ou en rémission. Ils devaient aussi avoir des critères de troubles de l'humeur, d'anxiété ou d'adaptation selon le DSM-5. Dans les deux cas, c'était des études randomisées contrôlées avec placebo, où est-ce qu'il y a eu un crossover. Donc, c'est soit qu'ils ont commencé avec le placebo, puis après ça, ils ont reçu la psilocybine ou vice-versa. Les doses aussi sont un peu différentes, mais assez similaires. Il y en a une des études que c'était 0,3 mg par kilogramme et une autre que c'était 22 mg par 70 kg. Et dans les deux études, ça c'est très, très important, puis on va en parler plus tard, là, tous les patients ont été suivis par 2 thérapeutes pour plusieurs séances de psychothérapie avant et après la séance. Et finalement, les résultats ont été mesurés de la même façon. Ils ont utilisé des questionnaires validés sur qualité de vie, anxiété, humeur, etc. Ça avant, immédiatement après, puis quelques semaines, voire quelques mois après la séance de psilocybine. Je pense que c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'il y a de la psychothérapie qui va avec la prise de la psilocybine. Souvent dans les études, comme on pourrait penser aux études sur la perte de poids avec le semaglutide, où est-ce qu'il y a tout un ajout de programmes d'exercice, programmes nutritionnels, et on a tendance, nous, comme cliniciens ou prescripteurs, de juste dire, ben, finalement, la molécule fonctionne sans mettre le soutien qui va avec. Puis je pense que dans les études sur la psilocybine, je me souviens, nos collègues là, au Pharmascope, ils ont fait un épisode sur la psilocybine plus en psychiatrie, puis c'était la même chose. Il y avait vraiment un soutien psychothérapeutique qui va avec la molécule. Puis je pense que c'est important de dire, si jamais on se rend à prescrire ça dans la vraie vie, ben il ne faudrait pas faire ça à la légère, sans soutien psychothérapeutique. Tout à fait, vraiment tout à fait. Si on regarde maintenant pour les résultats, si on examine un peu le côté sécurité, c'est vraiment intéressant de noter que dans ces études-là, du moins, il n'y avait rien vraiment d'important qui est ressorti, rien comme de l'abus ou des épisodes de psychose, rien de ça. En fait, tous les effets secondaires qui ont eu lieu étaient transitoires puis assez légers, comme par exemple des nausées transitoires, des céphalées transitoires, puis ils ont tous été autorésolutifs. Fait que si on décortiquait vraiment les deux études une à une, il y a une étude qui a été faite, ben les deux ont été faites en 2016, mais il y a une étude qui est l'étude de Griffith qui a été faite avec 51 participants. Vraiment, la méthodologie, c'est celle qu'on a discutée plus tôt. Et à la suite de la séance de psilocybine, puis je dis vraiment la séance parce que d'habitude, la psilocybine dans les études, c'est une séance unique. 80% des patients avaient une diminution cliniquement significative de soit leur dépression ou leur anxiété à 6 mois. Et même 60% de ces patients-là avaient atteint une rémission complète. Puis là, vous allez me demander, mais c'est quoi une diminution cliniquement significative? Fait que c'est une réduction de 50% dans les échelles d'anxiété ou de dépression. C'est comme ça que l'étude l'avait défini. Puis c'est souvent comme ça dans les études en santé mentale. Ce que je trouve intéressant avec l'étude de Griffith, c'est que c'est non seulement des auto-évaluations, mais ils ont aussi effectué des mesures avec des observateurs externes, comme des amis ou des collègues de travail, etc. Puis les résultats ont été reproductibles dans tous les cas. Ça, c'est quand même novateur. Ça, c'est quand même intéressant. Oui. Sinon, dans l'étude à Ross, là, il y avait un peu moins de participants, 29 participants, toujours avec la même méthodologie. Puis eux, ils ont observé une amélioration immédiate et soutenue de toutes les mesures qu'ils avaient mesurées. Et ce que je trouve intéressant avec l'étude de Ross, c'est qu'eux, ils ont fait ensuite une étude de suivi des années plus tard. Fait que d'habitude, l'étude finissait comme à 6 mois, le dernier questionnaire, puis après ça,
3,5 et 4 années plus tard, ils ont repris les mêmes participants, ceux qui étaient encore en vie et ceux qui voulaient participer. Donc, on est passé de 29 participants à 15 participants et ils leur ont refait passer des questionnaires et rediscuter de ces expériences-là. Puis 70% de ces personnes ont qualifié l'expérience de la psilocybine comme l'une des plus significatives de leur vie. Ce qui est quand même, c'est très parlant, là, comme dans toute une vie, que cette expérience-là soit une des plus significatives. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui frappe. C'est intéressant, c'est une méthodologie quand même rigoureuse avec des résultats assez impressionnants. Je peux pas m'empêcher de mettre mon petit grain de sel puis dire, tu sais, pour la sécurité, ce que tu as mentionné tantôt et qu'il n'y avait pas vraiment d'effets adverses, mais faut se dire que c'est des études de 50 personnes, ils n'ont aucune puissance pour regarder des effets adverses qui pourraient être plus rares. Puis, une des choses qui est importante, je ne sais pas si tu sais la réponse, mais est-ce que c'était des gens qui étaient psilocybine naïfs? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait de la drogue dans leur vie ou c'est vraiment des gens que c'était la première fois qu'ils faisaient de la drogue? Alors, ça, c'est une très bonne question, puis ça vient un peu quand on parle des biais par rapport à ces études-là, et dans ces études-là, je me souviens plus du nombre exact, mais il y en avait beaucoup qui en avaient déjà fait de la drogue, des psychédéliques en général, donc ça revient un peu quand on parle des biais et tout ça, puisque c'est des gens qui un peu connaissent les effets, qui étaient pas naïfs, donc qui étaient un peu moins fragiles, donc c'est une très bonne question. C'est pour les auditeurs qui s'en souviennent de notre top du pot, il y avait le même biais dans beaucoup d'études sur le cannabis. Donc, c'est sûr que quand on fait une étude sur une substance, on est plus gagnant si c'est des gens qui ont déjà pris cette substance-là. Comme ça diminue les effets adverses et ça augmente l'effet bénéfique. Oui, puis c'est surtout à garder en tête que si on applique cette substance-là à large échelle à notre population générale, ben on retrouve pas cette même population-là. C'est pas le pourcentage de monde qui ont déjà pris des psychédéliques dans la population générale n'est pas aussi élevé que dans l'étude, donc ça à garder en tête aussi. Mais bref, si on n'est pas nécessairement un geek de l'analyse critique des études, on pourrait quand même trouver ces résultats impressionnants, puis on pourrait se dire, ben peut-être ça m'intéresse de prescrire la psilocybine. Est-ce que légalement, ça se prescrit au Canada? Légalement, on peut pas obtenir comme quelqu'un pourrait pas entrer dans un magasin et obtenir de la psilocybine ou des champignons magiques, mais par contre, il y a 3 façons légales d'en obtenir de façon médicalement au Canada. Fait qu'une des façons, c'est les études cliniques. Donc, si tu participes à une étude, ben le tout est légal, tout est encadré. Une autre façon, c'est par l'exemption 56 à la loi réglementant certaines drogues et d'autres substances. Ça, c'est le nom de l'exemption et de la loi. C'est vraiment une mesure de compassion qui permet aux patients d'obtenir certaines substances illégales de manière décriminalisée. Par exemple, je pense que le pot, avant, c'était comme ça qu'on l'obtenait de manière décriminalisée pour quand on était réfractaire à d'autres traitements. Par contre, ce qu'on aimait moins avec cette méthode-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadre légal. C'est le patient qui applique, le patient a l'approbation, puis le patient, après ça, il va chercher la substance. Donc, souvent, ça se faisait sur le marché noir. Et depuis qu'on a la troisième méthode, la porte est pas mal plus fermée. Là, Santé Canada va plus t'en approuver de cette façon-là, de ce que j'entends. Maintenant, la porte qui est la méthode, si je devrais dire, qui est la plus préférée, c'est le programme d'accès spécial. C'est un programme qui permet à certains patients d'obtenir des médicaments qui fait l'objet d'études de phase 2 et de phase 3, mais qui ne sont pas encore approuvés au Canada, comme la psilocybine. Ça, c'est médicalement encadré dans le sens que c'est un médecin qui doit faire la demande. Puis après ça, c'est le médecin qui obtient la substance auprès d'un fabricant qui est approuvé par Santé Canada. Donc, par exemple, ton patron qui prescrit parfois la psilocybine, c'est de cette façon-là qu'il obtenait... Oui, exactement. C'est en ligne, c'est un formulaire à remplir. Tu l'envoies à Santé Canada. Santé Canada prend 2-3 semaines à répondre. Et après ça, il va te donner une liste de fabricants et tu l'obtiens de cette façon-là. Puis pour le moment, les fabricants vont offrir la psilocybine de manière gratuite. Ça pourrait changer dans le futur, mais pour le moment, c'est gratuit. Donc, si on prescrit la psilocybine, qu'est-ce qu'on doit savoir? Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il y a un seul dosage approuvé par Santé Canada, qui est 25 mg. Ils ont fait un peu la part des études, puis eux, ils ont décidé, ça va être 25 mg, peu importe le poids ou tu sais, parce que dans les études, on disait par kilogramme. Santé Canada a dit 25 mg. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Santé Canada ne va pas juste l'approuver parce que tu le demandes. Il faut vraiment qu'il y ait une indication, entre guillemets, qu'ils reconnaissent. Donc, ces indications-là, c'est la détresse psychologique en fin de vie. En fait, on a parlé de ça pendant tout le podcast à date. La dépression réfractaire, c'est une autre indication pour laquelle ils vont l'approuver pour le moment. Et le troisième, c'est l'abus d'alcool. Ah, l'abus d'alcool, OK, intéressant. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, certainement. Fait grossesse, allaitement, des classiques, hein? Des contre-indications. Sinon, des conditions psychiatriques susceptibles d'être exacerbées, pouvant conduire à la psychose, donc schizophrénie et tout ça. Des épisodes de psychose isolés. Il y a des contre-indications relatives aussi, dont les conditions cardiovasculaires non contrôlées, parce que ça va faire augmenter de façon transitoire la tension et la fréquence cardiaque. Et aussi d'avoir une masse au cerveau. C'est quelque chose qui est une contre-indication relative, sans parler du fait que les dysfonctions rénales ou hépatiques importantes. L'idée derrière la psilocybine, c'est un mécanisme d'action que la psilocybine nous crée une expérience transcendantale, où est-ce qu'on ouvre l'esprit, on change un peu notre façon de voir la vie. Est-ce que tu peux nous parler du mécanisme d'action, en tout cas, ou ce qu'on pense et le mécanisme d'action, puis ensuite l'importance de la psychothérapie comme soutien à travers la façon que cette molécule nous aide à se mettre en rémission? Dans le fond, quand on parle de la psilocybine, on parle beaucoup du Default Mode Network, le mode par défaut. C'est un mode dans lequel ton cerveau rentre quand, par exemple, tu fais rien et là, tu commences à ruminer puis l'anxiété augmente. On dit que la psilocybine, ça vient éteindre ce mode-là et ça permet un peu de créer d'autres passages dans le cerveau et donc, on parle de neuroplasticité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la psilocybine, c'est quelque chose qui vraiment vient amplifier non seulement les pensées internes, mais aussi les stimuli externes. Donc, dans les études, on parle beaucoup de set et de setting. Souvent, ils vont recréer un environnement qui est vraiment plaisible, qui ressemble à un salon, parce qu'on veut vraiment que le monde, il se sente bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça vient un peu amener le sujet de la psychothérapie, puis pourquoi il y a une forte composante de psychothérapie dans les études. Parce que si on amplifie les pensées internes, ça veut de soi qu'on se donne le plus de chances possible en travaillant ces pensées internes-là avant et après. Donc, en ce moment, la psychothérapie, ça joue un rôle crucial dans les études. Il y a plusieurs questions que j'ai entendues dans les mois passés à travers mes lectures, à travers mes conversations sur si la psychothérapie est vraiment nécessaire, puis qu'est-ce qui se passerait si on enlevait cette composante-là. En ce moment, on n'a pas les réponses à cette question-là parce qu'on n'a jamais eu d'études sans psychothérapie. Mais moi, je dirais que si quelqu'un voulait en prescrire en ce moment et amener un patient dans cette aventure-là, il faudrait vraiment que la psychothérapie en fasse partie et ait un rôle crucial. Donc, si je résume, la façon qu'on pense que la psilocybine fonctionne, c'est que ça diminue un peu le brouillard d'anxiété dans notre cerveau et ça nous met plus prêts à voir la vie d'une autre façon. Mais on pense que la meilleure façon de bénéficier de tout ça, c'est d'avoir un guide dans le fond. Oui, exactement. Je pense que je suis beaucoup dans le default mode d'anxiété, moi. Je pense qu'on est beaucoup dans le default mode d'anxiété. Donc, c'est une analogie que je donne à mes patients pour des ISRS. C'est comme ça aussi que, tu sais, on diminue un petit peu l'anxiété, le hamster qui tourne, puis souvent, ça nous permet de bénéficier encore plus de la psychothérapie. Donc, on a déjà critiqué un petit peu les études parce que
On s'entend que c'est des petites études de petite envergure. C'est un domaine qu'on pourrait appeler plutôt naissant. Est-ce que il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur les études en termes d'analyse critique? Oui, ben moi, pour moi personnellement, puis pour ma future pratique, c'est vraiment la population qu'ils ont choisie. Tu sais, on parle d'une population, on dit soins palliatifs, et les soins palliatifs, c'est pas juste des fins de vie, mais moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est quand même du monde qui sont avancés dans leur maladie. Et donc, quand on regarde les deux études en question, celle de Griffith, l'âge moyen était de 56 ans dans la population qui a été étudiée, puis il y avait 27% de cancer métastatique avec un pronostic moins de 2 ans. Là, je sais que toutes les unités de soins palliatifs est différent, mais tu sais, est-ce que ça représente vraiment les patients que moi je vois, par exemple, sur l'unité de soins palliatifs ou CHUM? Pas vraiment. 27% de cancer métastatique, c'est quand même un pourcentage assez bas. Et c'est un pourcentage assez bas pour beaucoup d'unités de soins palliatifs, du moins à Montréal. Dans l'autre étude, l'étude de Ross, 71% étaient des patients qui avaient guéri de leur maladie en rémission. Et j'enlève pas du fait que c'est le fait d'avoir vécu ça, ça apporte son fardeau psychologique. Mais quand même, on pourrait se poser la question que la chose qui leur donne la détresse existentielle n'est techniquement plus là. Donc, est-ce que c'est des gens qui avaient plus de chances de s'en remettre et de passer à travers cette détresse-là? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même des biais. Les patients dans ces études-là étaient moins malades que les patients que toi, tu vois dans ta pratique. Et donc, peut-être que l'effet extraordinaire là, de la psilocybine serait moins grand en pratique en soins palliatifs. Par contre, on sait qu'il y a un effet en dépression, anxiété aussi qui est en étude. Donc, ça va un peu ensemble. Hein. Oui. Mais il y a aussi le fait, il n'y a pas juste le biais considérant que c'est comme l'effet positif, mais il y a aussi les effets secondaires, puisque c'est des patients un peu moins malades. Là, en ce moment, on n'a pas trouvé d'effets secondaires très délétères. Mais moi, je me demanderais, chez mes patients un peu plus malades, un peu plus âgés, est-ce qu'il y a des risques de psychose ou de délirium? Ben là, ça c'est une question qui est dans les airs en ce moment. Puis à garder en tête. Le délirium, c'est définitivement un point. 56 ans, c'est jeune. Là. Beaucoup de patients qui ont cette détresse existentielle qu'on voit sur les unités de soins palliatifs sont plus âgés, définitivement. Un autre point qu'il faut apporter, c'est que, tu sais, on veut qu'une étude soit à double aveugle. Par contre, c'est quelque chose de très difficile à faire, être en aveugle en termes quand on utilise un psychédélique, parce que souvent les gens vont savoir s'ils ont le placebo ou pas, parce que c'est un effet qui est très difficile à reproduire. Et même les gens qui administraient la psilocybine, à 90-95% du temps, ils savaient s'ils avaient administré le placebo ou non, juste en regardant un peu comment la personne avait réagi. Donc ça, c'est un autre facteur à garder en tête. Et finalement, moi, je pense qu'un des gros, puis un de ceux qui reviennent souvent dans les conversations, c'est la faisabilité de la chose en termes de ressources. Parce que comme déjà mentionné, en ce moment, les études, c'est deux thérapeutes par patient. Pendant plusieurs séances, on calcule par patient une vingtaine d'heures cliniques par participant. C'est dans un système de santé qui manque un peu de ressources, surtout en santé mentale. Je pense que la question de la faisabilité se pose. Donc, 2 petites études, un sujet super intéressant, une critique de la validité interne puis de la validité externe. Pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi les messages à retenir pour la psilocybine en soins palliatifs? Je pense que les messages à retenir, c'est que ce serait vraiment que de garder un œil, de rester à l'affût, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant qui montre beaucoup de potentiel face à la détresse existentielle, un problème qu'on est vraiment démunis, on va se le dire. Donc, ça pourrait être vraiment un outil intéressant à ajouter à notre coffre à outils. Par contre, c'est vraiment facile de s'emballer quand quelque chose est nouveau, puis ça sort tout droit de l'emballage. Donc, un autre de mes messages clés, ce serait vraiment de garder en tête de rester critique, parce que
c'est très nouveau, il n'y a pas beaucoup d'études, il y a quand même beaucoup de biais en ce moment. Et finalement, mon dernier message pour les auditeurs, c'est que je pense que la détresse existentielle, c'est un problème très complexe et très humain. Et la solution, ça va probablement jamais être juste une pilule ou une substance. Et que finalement, on va jamais pouvoir traiter ça sans avoir une bonne relation thérapeutique. C'est de la musique à mes oreilles, moi qui réforme le curriculum de communication et relations patients au cursus de l'Université de Montréal. Je pense qu'il faut retenir qu'on soigne par la relation avec nos patients. Et peut-être que la psilocybine peut nous aider à approfondir, à aller plus loin, changer le narratif, donc à rester à l'affût, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier l'importance, à quel point c'est primordial la relation humaine dans les soins. Donc, merci Angie, c'était vraiment super intéressant. On a appris beaucoup sur les champignons magiques et leur place naissante en médecine. On va garder un œil sur cette substance et sur les études. On va espérer des études de plus grande envergure, une attention plus particulière aux effets adverses, mais on va certainement garder un œil sur la psilocybine dans l'avenir. Merci beaucoup! Yeah. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevere. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinaires et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca. D'ici là, prenez soin de vous.